Pour ce quatrième épisode de Civis, on va recevoir Benjamin Lucas. C'est l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes, qui était l'organe jeune du Parti socialiste. Il est aujourd'hui devenu porte-parole de Génération, qui est le mouvement qui a été fondé par Benoît Hamon après son échec à l'élection présidentielle. Avec Benjamin Lucas, on va aborder la question des nécessités écologiques, de la place de la France en Europe, avoir son avis sur le fédéralisme européen, son avis sur les inégalités sociales en France et sur le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi sur celui des jeunes pour le climat. Benjamin Lucas, il a été engagé depuis qu'il était au lycée et il n'a pas lâché son engagement citoyen depuis, donc on va vraiment pouvoir aborder avec lui la question de l'engagement citoyen. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président du mouvement des jeunes socialistes, vous étiez proche de Benoît Hamon, le candidat... Toujours proche. Toujours proche, en effet. Lorsqu'il a quitté le PS pour créer son propre mouvement Génération, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, vous êtes porte-parole de Génération. Vous êtes engagé depuis que vous êtes jeune. Le militantisme politique aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'attire plus beaucoup les jeunes, alors que parallèlement, il y a énormément de jeunes qui sont engagés dans des associations. Comment est-ce que vous comprenez déjà pourquoi est-ce que l'engagement associatif attire plus que l'engagement politique et qu'est-ce que vous proposez en tant qu'ancien président d'un mouvement de jeunes pour répondre à cette crise de... Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense pas que l'engagement attire forcément moins. Il y a effectivement, vous l'avez dit, d'autres formes d'engagement. On a des jeunes qui se mobilisent dans les marches climat et très très jeunes, des lycéens qui se mobilisent. Moi, je suis venu à la politique par engagement lycéen, donc je vois bien ce que ça peut représenter. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés aujourd'hui dans des ONG, dans l'humanitaire, qui sont engagés dans diverses formes de lutte, qui sont pas forcément dans des organisations, mais qui participent à des combats, ou en tout cas qui sont conscients. Parce qu'on est quand même la génération la plus avancée de l'histoire, j'allais dire, en termes de connaissance du monde, de culture, de réseaux sociaux. On a une capacité à connaître l'information, à pouvoir la commenter beaucoup plus vite et beaucoup plus que les générations précédentes. Et en même temps, c'est vrai, on va pas dire que tout va bien, il y a une crise du militantisme. Alors pour moi, ce qui m'intéresse à gauche, mais je pense que c'est lié à une crise de la gauche, et que si demain la gauche et l'écologie allaient mieux, il y aurait sans doute un appel d'air ou une capacité à avoir plus de jeunes qui s'engagent parmi nous. Donc c'est parce que la gauche et les écologistes ont déçu ces dernières années, à mon avis, qu'il y a une crise des vocations dans l'engagement importante. Et donc pour ça, il faut que la gauche et les écologistes retrouvent le récit d'un projet de société, retrouvent le goût de la conquête, et voilà, et puis aussi adaptent leur forme de mouvement politique et de parti à ce que sont les jeunes. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste, vous l'avez dit, à la fois pour des raisons de forme, parce que je pense que ce qu'il faisait ne correspondait plus à ce qu'on attend d'un mouvement politique, mais aussi et surtout des questions de fond, parce que je crois qu'il n'était pas en phase avec ce que sont les grands défis de notre génération. Et c'est ça aujourd'hui qu'attendent les jeunes, c'est des mouvements, enfin ce que je pense qu'ils attendent, je n'ai pas la prétention de parler en leur nom, mais c'est des mouvements qui à la fois font la politique un peu différemment, et en même temps on voit bien les limites de ça, parce qu'on n'en fait jamais totalement différemment, et en même temps qui surtout prennent à bras le corps ce que sont les sujets, la mutation du travail, l'écologie, la question de la dignité, de la justice sociale, avec plus de force que ne faisaient les vieux appareils. Alors, vous avez parlé de la forme du Parti socialiste. Comment est-ce que vous, avec Génération, votre parti actuel, vous essayez de transformer et de faire quelque chose de plus accueillant, quelque chose de plus... Qu'est-ce qui favorise aujourd'hui dans votre structure actuelle l'engagement des jeunes plus qu'au Parti socialiste? Alors moi, la structure, elle m'intéresse, mais je pense pas que ce soit ça le principal élément, parce que on peut faire la politique différemment. Vous savez, nous, on a eu plein de débats sur est-ce qu'il faut l'horizontalité plutôt que la démocratie. Moi, je sais pas trop ce que c'est que l'horizontalité. Moi, j'aime bien choisir mes représentants et voter. Le vote, c'est très archaïque, mais enfin, on n'a rien trouvé de mieux, je pense, pour la démocratie. Moi, je crois pas au tirage au sort de gens qui vont me représenter. Je crois que je veux choisir ceux qui me représentent et pourquoi, pour quel mandat politique ils me représentent, pour quelles idées. Donc, on essaie d'innover, mais on en voit justement les limites. Je le disais là-dessus, et que moi pour le coup quand j'étais au Parti Socialiste ça fonctionnait de façon à peu près démocratique, parce que quand on était minoritaire, qu'on faisait 20%, on avait 20% des gens qui vous représentaient partout. Donc on voit bien que c'est pas forcément les structures qui font, parce qu'on a changé les structures. Est-ce qu'on est mieux loti que le reste de la gauche dans la crise de l'engagement aujourd'hui? Je suis pas sûr. En revanche, ce qu'on a essayé de faire et qui me paraît intéressant, c'est la synthèse de l'écologie politique et de la gauche, la synthèse de l'écologie politique et du socialisme, de l'écologie, de ses préoccupations, parce qu'on est par ailleurs la première génération qui est pleinement consciente du péril climatique, et en même temps de dire que c'est à égalité avec les questions de justice sociale et de dignité, qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale et qu'il n'y aura pas de justice sociale sans transition écologique. Ça, c'est un peu l'originalité. Et puis, et pour finir, d'explorer des thèmes que personne n'abordait à gauche. Benoît Hamon, dans l'élection présidentielle, c'est le premier à parler de la question du burn-out. C'est le premier à dire aussi clairement, aussi fortement à un tel niveau qu'il faut légaliser le cannabis pour lutter contre les trafics, parce que c'est absurde d'être aujourd'hui dans une politique de prohibition. C'est sur la question du travail, la question du revenu universel d'existence, de la taxe robot, qui sont des solutions novatrices. Et moi, je crois beaucoup plus à une radicalité des solutions plutôt qu'à une radicalité des formes d'organisation. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des organisations radicalement différentes de ce qu'on faisait autrefois. Vous avez lancé tous les sujets que je vais aborder. Alors, vous avez parlé de la légalisation du cannabis. Est-ce que vous pouvez détailler sur
dans de quelle façon vous voudriez, si vous étiez au pouvoir, légaliser le cannabis. Est-ce que c'est l'État qui vend le cannabis, donc ça lui permettrait de réinsérer des personnes qui travaillaient déjà dans ce secteur-là de l'économie parallèle, ou alors c'est un marché libre, régulé par l'État. Comment est-ce que vous proposez de légaliser le cannabis? Moi, je suis pas dogmatique en la matière. À partir du moment où on décide de légaliser, il y a une discussion qui doit se faire dans la société sur les formes. L'État, pourquoi pas, le marché libre, pourquoi pas, à condition évidemment qu'il soit régulé, encadré. Mais ce que je crois, c'est surtout un message à envoyer pour dire que la politique de prohibition, elle ne marche pas. Est-ce qu'il y a moins de consommateurs de cannabis aujourd'hui parce qu'on prohibe, parce qu'on n'a pas légalisé? Non. Et tout le monde y vient. On voit dans plein de pays dans le monde, on y vient. Et puis en plus, là, pour le coup, les trafics, ils n'existent plus, parce qu'il y a des trafics, parce que c'est aujourd'hui une activité qui doit se faire de façon clandestine. Donc je pense qu'à partir du moment où on est d'accord sur le fait qu'il faille le faire, après, trouver les méthodes pour y arriver, je nous fais confiance pour y arriver. Ok. Vous avez parlé d'écologie. Génération, c'est un mouvement qui se veut écologiste. Moi, j'ai une question, c'est quoi la première chose, si vous étiez au pouvoir, et c'est que vous conseilleriez au pouvoir actuel à faire en matière de transition écologique pour lutter contre le dérèglement climatique? La première mesure. Quelque chose, le plus important. Le plus important. Ah là là, c'est compliqué parce qu'il y a tellement à faire, il y a tellement de modèles à changer. Il y a, je pense, le premier épisode vraiment important d'un gouvernement, c'est ce qu'il fait en termes de budget. Et moi, je pense que ce qu'on fait, parce qu'on a tout le monde aujourd'hui se déclare écolo, fait des grands discours, la main sur le cœur, reprend Chirac en disant notre maison brûle et on regarde ailleurs. Moyennant quoi, il regarde peut-être pas ailleurs, mais en tout cas, le porte-monnaie, lui, il est ailleurs. Donc la première mesure que je ferais, ce serait d'augmenter considérablement les moyens alloués à la transition énergétique, d'engager la transition écologique, mais justement en engageant la transition énergétique, en engageant la sortie du nucléaire. Je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais ce qu'on a dépensé pour l'EPR, le dépassement, je crois, on a 12 ou 13 milliards pour l'EPR. Si on avait mis ça dans les énergies renouvelables, on serait les champions du monde des énergies renouvelables. Voilà, par exemple, une première mesure à faire, c'est dire, maintenant on arrête les conneries, pardon de le dire comme ça, on arrête de s'enfermer dans des dogmes économiques et environnementaux du siècle passé, l'obsession du nucléaire, l'obsession de la croissance, et on se tourne vers autre chose. Il y a des mesures comme ça, il y a aussi évidemment des mesures plus symboliques et plus locales qu'on peut faire avant même les élections présidentielles. C'est par exemple planter des arbres dans les cours d'école pour limiter les effets des canicules, pour remettre de la fraîcheur, pour remettre de la végétation dans la ville. Il y a plein de mesures qu'on peut prendre de ce point de vue-là, mais je crois que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, et que c'est ça aujourd'hui que le gouvernement ne fait pas. C'est quoi la meilleure échelle pour lancer la transition écologique? C'est l'échelle locale, il y a les municipales qui arrivent, est-ce que c'est l'échelle de la nation, l'échelle de l'Europe ou l'échelle locale le principal? Elles sont toutes importantes, mais je pense évidemment qu'on ne réduit pas. Vous savez, moi j'avais beaucoup débattu pendant les élections européennes avec des gens qui voulaient sortir de l'Europe. Et moi, mon argument principal, c'est de dire que même si en France on faisait la politique écologique la plus vertueuse possible, à la fin, si on est les seuls à la faire, quand le niveau de l'océan va monter, il ne va pas moins monter chez nous que chez les autres. Quand la température va monter, elle ne va pas moins monter en France que chez les autres. Donc c'est un problème global, il est international. Et on le voit aujourd'hui, notamment avec l'action de Greta Thunberg, avec les mobilisations, avec les marches pour le climat. Elles sont un formidable message internationaliste. Et moi, je suis profondément internationaliste, parce que je pense que quand on est de gauche, il n'y a pas des combats qui concernent notre petit précaré national et qui ne concernent pas les autres. Donc je pense que c'est d'abord l'échelle internationale qui est majeure. Mais quand on dit ça, souvent, c'est un moyen pour les responsables politiques de se défausser de leurs responsabilités. Et donc pour ça, il faut être exemplaire. Il faut que la France soit exemplaire. Mais il faut aussi que localement, je parlais des arbres dans les communes, mais moi, je viens d'une région dirigée par Xavier Bertrand, qui aujourd'hui veut remettre en cause les éoliennes, ne veut plus qu'on construise d'éoliennes dans la région. Je pense que c'est absurde. Les régions, elles ont aussi des leviers considérables, donc partout. Je veux dire, à chaque échelle, il faut le faire, mais évidemment, cette bataille, elle doit se mener au niveau international. Ok, alors il y a une question autour de l'écologie, c'est est-ce que vous pensez que... Il y a deux théories. Il y a la théorie selon laquelle c'est aux entreprises d'enclencher la transition, et d'autres qui chercheraient à dire que c'est principalement le citoyen, la responsabilisation du citoyen de ses actions. Donc, est-ce que vous êtes partisan de la théorie selon laquelle la multiplicité des engagements individuels pourrait enclencher une véritable transition écologique sans forcément que derrière il y ait des actes politiques radicaux, sans forcément... Donc, imaginons que tous les Français changent leur moyen de consommation, leur mode de consommation, même si l'Union européenne n'enclenche pas de Green New Deal, etc. Est-ce que vous pensez que ce serait suffisant ?
Bon, d'abord, moi je crois pas. Moi je crois que chacun peut faire des choses, mais qu'on n'a pas le même niveau de responsabilité selon qu'on est aujourd'hui un salarié payé au SMIC ou un allocataire du RSA que quand on est patron d'une multinationale. Qu'on n'a pas la même responsabilité quand on est responsable de sa famille, des déchets et de la consommation énergétique de sa famille, et quand on est à la tête d'un État qui a des lourdes responsabilités en matière de dérèglement climatique. Donc je crois que là aussi, il faut éviter le discours culpabilisant. Par ailleurs, aujourd'hui, les plus vertueux en matière d'écologie sont les plus pauvres, parce qu'ils n'ont même pas les moyens de polluer, j'allais dire. Et en tout cas parce qu'aujourd'hui, ils ne consomment pas, mais pour de mauvaises raisons. Donc moi, j'aimerais bien que là-dessus, on applique une vieille lecture qui est la lecture gauche-droite, qui est une forme de lecture issue de la lutte des classes, qui considère que tout le monde n'est pas responsable de la même façon face aux périls qui nous menacent. Et je crois que la responsabilité principale, vous parliez des entreprises, moi, j'attends pas que les entreprises, elles soient vertueuses par nature, par essence, parce que le but d'une entreprise, hormis quand elle est dans dans l'économie sociale et solidaire, son but c'est de faire du profit. Donc moi je ne m'attends pas à ce que spontanément, j'attends pas que les grands patrons soient conscientisés, découvrent que la planète c'est important. S'ils le font, tant mieux, c'est bien. Mais c'est à l'État, c'est aux autorités internationales de réguler ça. C'est à un moment donné à l'État par exemple de dire stop, on arrête les lignes d'avion entre deux destinations qui sont desservies par un train dans le même pays. Voilà, c'était une proposition je crois des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale il y a quelques mois. Le gouvernement a dit non. Voilà des mesures qu'on peut prendre et qu'il faut prendre. Parce que sinon, on voit bien la capacité du capitalisme à s'autoréguler. On a vu avec les différentes crises qu'on a connues qu'elle n'existait pas, que c'était un mythe. À chaque fois, vous lancez les questions que je Désolé. vais poser. Est-ce que vous pensez qu'il faut sortir du capitalisme Vous avez dit justement que c'était à l'État de réguler. Est-ce que vous pensez qu'il faut sortir du capitalisme pour vraiment sauver la planète? Moi, je suis éco-socialiste, et donc je construis mon engagement politique en rupture avec le capitalisme. Je pense que quand on propose aujourd'hui un projet écologique, de toute façon, on le voit bien. Alors, on l'appelle capitalisme, on l'appelle productivisme, on l'appelle libéralisme, j'allais dire... Peut-être pas peu importe, mais en tout cas on voit bien ce qu'il y a derrière. On ne pourra pas continuer avec le système actuel si on veut sauver la planète. On est dans cet état-là. Nous, on dit depuis des siècles, la gauche, qu'on ne pourra pas continuer dans ce système-là et avoir la paix, la concorde, la République, parce que le système capitaliste, il produit des inégalités, il produit de l'injustice, il produit de la tension sociale. Et on le voit d'ailleurs, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est la remise en cause des privilèges, des inégalités. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est la volonté de sauver la planète du péril écologique, du péril climatique qui nous menace. Et on ne pourra pas le faire en ayant cette obsession du capitalisme et du libéralisme qui est la croissance à tout prix. Parce qu'aujourd'hui, la croissance, elle crée plus de pollution et plus d'inégalités. Donc on va devoir partager. Moi, si je devais définir le modèle qu'on veut, éco-socialiste, ça paraît un peu abstrait, je dirais celui du partage. Partage des richesses, partage des savoirs, partage des pouvoirs, partage des ressources naturelles. Vous avez parlé de la croissance. Est-ce que vous avez parlé, vous définissez comme éco-socialiste, comme voilà. Est-ce que vous vous considérez aussi comme décroissant? C'est quoi votre avis sur la décroissance? Moi, je pense qu'à un moment donné, on va être obligé de passer par une forme de sortie du mythe de la croissance et que donc ça implique de la décroissance. Je ne suis pas décroissant pour être décroissant. Je ne considère pas qu'il faille à tout prix. Voilà, mais je constate pragmatiquement qu'aujourd'hui, la croissance, elle se fait au détriment de la planète. Donc on ne peut pas rester dans le même modèle. Donc s'il faut sortir de la croissance, sortons de la croissance. Après, quand on a ça dépend de la croissance de quoi. Et d'ailleurs, il y a un vrai sujet qui sont les indicateurs qui permettent de déterminer la croissance. Moi, je pense que le PIB, déterminer la croissance et déterminer la vitalité économique d'un pays uniquement sur des indicateurs qui sont des indicateurs liés à l'usage des énergies fossiles, liés à la pollution, liés uniquement à la production pour la production, c'est pas ça qui détermine si un pays vit bien et même s'il s'enrichit économiquement. Vous avez une idée de nouvel indicateur? Il y en a plein, il y a des économistes qui travaillent là-dessus de façon beaucoup plus sérieuse que moi, mais moi je crois qu'on doit prendre beaucoup plus en compte ce qu'est aujourd'hui, ce que sont le développement des énergies renouvelables, ce qui est durable, ce qui est pérenne, et qu'on ne peut pas considérer qu'on a de la croissance, qu'on croit, qu'on améliore quelque chose quand ça se fait sur la base de la pollution, de la destruction de la planète. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des gilets jaunes. Votre discours, il est quand même beaucoup centré autour de la justice sociale, etc. Vous ne voulez vraiment pas séparer la justice sociale de l'écologie. Pour autant, j'ai ma vision, moi, de ce que j'ai vu, de la réaction de la gauche social-démocrate, je ne sais pas si vous définissez toujours comme ça. Non, je crois que la social-démocratie, elle a échoué. Je pense que les aspirations initiales de la social-démocratie sont justes, mais qu'aujourd'hui, elles ne correspondent pas à ce qu'il faut. D'ailleurs, dans la social-démocratie, il y a un impensé qui est l'écologie. Donc ça prouve qu'il faut faire autre chose. Mais parce que c'est une idéologie du siècle dernier. Je dis pas que tout est acheté dans la social-démocratie, il faut en prendre beaucoup, notamment cette culture du dialogue, de l'apaisement, de la démocratie, justement, mais qu'il faut rajouter quand même
l'écologie, et puis aussi sur la question sociale, avoir peut-être un peu plus de radicalité sur les propositions pour adapter notre modèle. D'accord. Mais alors, l'équivalent de ce qui est devenu la social-démocratie, Ouais. donc j'inclus le Parti socialiste, Génération, était assez peu clair sur les gilets jaunes. On n'a jamais vraiment eu le sentiment que vous les souteniez ou que Est-ce que vous, aujourd'hui, vous souhaitez un retour des Gilets jaunes? Moi, je ne sais pas si on avait à soutenir ou pas soutenir. En tout cas, je sais que quand il y a eu les premières mobilisations, on a dit clairement qu'on était favorable à ce qui étaient les principales revendications, à mon sens, des Gilets jaunes, qui étaient l'augmentation des salaires et du SMIC, la remise en cause des privilèges, le rétablissement de l'ISF, etc. Le maintien des services publics. Donc, de ce point de vue-là, on est proche de ce qui a été dit. Mais moi, je crois surtout que c'est... alors, effectivement, peut-être que certains ont eu du retard à l'allumage. Et ça arrive souvent, ça. Les grandes périodes politiques, les grands mouvements, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais en tout cas on voit bien, ils viennent pas nécessairement de l'élite politique, ils viennent pas nécessairement des appareils politiques, il y a un débordement, et tant mieux. Ça prouve qu'on est un pays dans lequel les citoyens aiment reprendre la main sur leur destin. Mais je crois surtout que, au-delà du commentaire, que les Gilets jaunes, ils valident ce que dit la gauche, ce qu'est la gauche depuis des décennies. Elle a été trahie dans l'exercice du pouvoir par ceux qui l'exerçaient, elle a sans doute fait plein d'erreurs, mais que quand on dit le problème fondamental, c'est l'inégalité dans la répartition des richesses, ce sont les injustices, c'est le fait qu'aujourd'hui des gens souffrent, n'ont plus la dignité de vivre correctement, c'est ce qui a été dit par ces gens qui ont enfilé un gilet jaune pour qu'on les repère, pour qu'on les voit, pour recréer du collectif. Ça dit ça aussi, les gilets jaunes. Vous avez des citoyens qui n'avaient jamais manifesté, qui s'étaient jamais mobilisés dans des cadres collectifs, qui ont décidé de faire république. Donc c'est une formidable source d'espoir pour la gauche. Alors après, on peut toujours juger, dire que moi je ne me serais pas mobilisé comme ça, moi j'ai pas les mêmes codes, moi j'ai pas la même culture politique, mais enfin n'empêche, il s'est passé un truc qui valide quand même globalement ce qu'on dit depuis des années. Alors, vous avez parlé des codes, etc. politiques. Aujourd'hui, il y a des révolutions, pas des révolutions, mais des révoltes, des contestations un peu partout dans le monde, en Irak, en Algérie, au Liban, en Équateur, au Chili, et ils se mobilisent de là. C'est pas forcément pour les mêmes raisons, mais c'est sur des modes d'action assez similaires à ceux des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir, vu que les Gilets jaunes n'ont pas eu un impact, n'ont pas fait changer la politique du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'il faille réfléchir à des modes d'action similaires d'envahissement de place, de mobilisation sociale dans les rues, etc. Ou alors est-ce qu'il faut réfléchir à d'autres modes d'action plus radicaux, ou alors repartir sur du dialogue avec des syndicats, etc. C'est quoi votre avis là-dessus? Faire une réponse de Normand, mais les deux, les trois, les quatre, tous les modes d'action aujourd'hui, à partir du moment où ils respectent le cadre de la démocratie, ils sont les bienvenus. Il y a ce que fait Extinction Rébellion, qui c'est des bons moyens d'action, moi je trouve, la non-violence, l'aspect pacifique. Il y a aussi des confrontations un peu plus brutales, et c'est normal compte tenu de la situation de tension qu'on a dans le pays. Aujourd'hui, la responsabilité, quand ça dégénère, elle est toujours du côté de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui auraient la possibilité d'apaiser les choses. Et puis évidemment, il faut des débouchés syndicaux, politiques, démocratiques. Et c'est là où la gauche et les écologistes, on a une responsabilité immense. C'est que compte tenu de ce qui se passe, les marches climat, des jeunes qui disent il faut sortir de ce système qui détruit la planète, les gilets jaunes qui disent on n'en peut plus, on n'arrive plus à survivre, ces mères de famille qui disent moi j'arrive plus à nourrir mes gosses, donc ces urgences-là, plus quand même on le voit avec toute la montée du racisme dans notre société, l'offensive islamophobe à laquelle on assiste, c'est-à-dire la démocratie qui est en train de s'écrouler quand même. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, on voit ce qui se passe partout en Europe, la démocratie elle s'écroule aussi chez nous. Tout ça, ça implique quand même que la gauche maintenant, elle se mette à la hauteur du défi historique qui lui est posé, qu'elle relève cet impératif-là et qu'elle se rassemble pour aller au combat. Et c'est donc là-dessus aussi, moi, le plus important, en tout cas ce sur quoi moi modestement, comme des milliers d'autres, on a à agir. C'est construire le débouché politique qui fait que pour toutes ces colères-là, il y a une issue politique à la fin. D'accord. On va parler de la gauche plus tard, tout à l'heure au cours de l'interview, mais vous avez dit qu'il y a un affaissement de la démocratie. Une des mesures phares qui, à la fin du mouvement des Gilets jaunes, de toujours aujourd'hui, est devenue la mesure principale, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que vous pensez qu'il faille instaurer un référendum d'initiative citoyenne en France? Ouais, moi je crois qu'on n'a jamais à avoir peur de la parole populaire. Je crois qu'on n'a jamais à avoir peur du fait de consulter les citoyens. Je crois beaucoup en la démocratie représentative. Hein. Je pense que c'est un bon modèle à mon système, mais je constate qu'aujourd'hui, les
20, 30 dernières années, et même peut-être au-delà, témoignent du fait que les citoyens n'ont plus confiance en leurs représentants. Alors, il y a plein d'instruments, notamment je pense que les représentants doivent changer, on a avancé vers le non-cumul, etc. Donc c'est peut-être pas la même chose derrière, et donc ça c'est bien. Mais oui, aussi, il faut donner des outils qui font que les citoyens peuvent faire irruption dans le débat politique. Sinon, alors après, on va discuter des seuils, des critères, des thèmes, etc. Je pense qu'on ne peut pas remettre en cause, par exemple, par un référendum direct, ce que sont des droits fondamentaux. Moi, je serais pour des référendums qui permettent d'apporter des droits nouveaux et pas d'en retirer. Mais par ailleurs, je pense que là aussi, on se leurre, et ça témoigne d'une certaine frilosité ou d'une certaine peur des élites vis-à-vis du peuple et de nos concitoyens, qui considèrent que le premier réflexe des gens, ça va être de vouloir rétablir la peine de mort, de supprimer le mariage pour tous. Moi, je crois pas. Hein. Regardez ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. Les gens, ils ont dit partage de la richesse, service public, rétablissement de l'ISF. Bon, bah ça c'est bien, ça me va. Très bien. Alors, on a parlé des gilets jaunes, de la difficulté des gens à finir le mois, des mères seules, etc. Ça, c'est des choses qui sont très concrètes. C'est des choses qui sont... Et là, Benoît Hamon, pendant la campagne présidentielle, il assumait l'utopie. Ouais. Est-ce que... je rejette pas du tout l'utopie, et c'est quelque chose d'assez bien, mais est-ce que vous pensez pas que répondre à des choses concrètes, des choses tristes, des choses dans la vie des gens par de l'utopie, des gens qui ont du mal à finir la fin du mois, on leur dit oui, mais nous on va instaurer un régime, un revenu universel d'existence, c'est assez utopique. Est-ce que vous pensez pas que c'est... C'est pas utopique, hein. Non. Il y a des candidats dans la présidentielle américaine, dans la primaire démocrate qui proposent aujourd'hui. C'est mal formulé. Yeah. Mais vous répondez par de l'utopie en général. Benoît Hamon assumait l'utopie. Vous n'avez pas l'impression que c'est se tromper de réponse aux problèmes concrets des gens? Moi, je crois qu'il faut les deux. Je crois que la responsabilité d'un dirigeant politique, c'est de proposer des réponses aux urgences du présent et des solutions aux défis de l'avenir et aux exigences du futur, parce que répondre au coup par coup, oui, il y a des urgences, mais par ailleurs, on avait dans le programme présidentiel, moi, d'abord, je pense que le revenu universel d'existence est une réponse aux urgences. Quand on a un taux de pauvreté comme on a aujourd'hui, quand on a une telle difficulté aujourd'hui pour les gens à joindre les deux bouts, quand on voit que le mythe qui dit qu'il y aura le plein emploi avec la croissance, ça ne marche nulle part, et ça n'a jamais marché depuis 30 ans, c'est très réaliste de dire on va partager la richesse et on va permettre un revenu universel d'existence qui garantira la dignité, au-delà de ce qu'il implique de rapport au travail, mais d'abord pour ça. Donc je pense que c'est une bonne réponse, mais par ailleurs on proposait l'augmentation du SMIC, réponse immédiate à des urgences, le relèvement des minima sociaux, réponse immédiate à des urgences, l'abrogation de la loi travail, maintenant il faudra rajouter la deuxième, celle faite par Macron, ça aussi ça permet d'éviter plein de souffrances et plein de difficultés des salariés aujourd'hui, donc je pense qu'on a fait les deux, mais encore une fois, la responsabilité d'un politique, ce sont les deux. Et je crois, moi, ce qui m'a plu et ce qui a fait que j'ai rejoint Benoît Hamon dans cette aventure-là et que j'y ai trouvé de l'enthousiasme, c'est qu'à un moment donné, la gauche, elle ne peut pas se contenter de s'adapter au présent. Il faut aussi qu'elle ait un message pour l'avenir et qu'elle veuille transformer l'avenir et le futur. Et que c'est ça aussi, ces visions-là qui ont manqué à la gauche depuis des années. Regardez l'extrême droite. L'extrême droite, elle assume un projet de société cohérent. Et nous, en face, depuis 30 ans, on se contente de répondre à ce que sont des urgences. Et en plus, d'y répondre souvent mal, puisque quand la gauche a été au pouvoir la dernière fois, entre 2012 et 2017, elle n'a pas réduit le temps de travail, c'était la première fois, elle n'a pas augmenté les salaires, c'était la première fois, etc., etc. Mais donc je pense qu'il faut que nous, face à cette extrême droite qui aujourd'hui s'organise, face à Macron qui développe une idéologie très très cohérente, l'ultralibéralisme, la violence, la brutalité, l'ordre et l'autorité absolue, nous, il faut qu'on développe aussi, on ne peut pas toujours s'adapter au modèle des autres, il faut qu'on propose un autre modèle de société. Alors moi, je vais vous parler énormément de la gauche. Pourquoi est-ce que vous avez un tel attachement avec le terme de gauche? Aujourd'hui, le terme de gauche, vous avez parlé du quinquennat François Hollande, il renvoie pour beaucoup justement à la trahison des idéaux de la gauche. Le mot de gauche renvoie à la trahison de ce que veut dire le mot gauche pour beaucoup de gens en France. Est-ce que vous n'avez pas... Pourquoi est-ce que vous... Jean-Luc Mélenchon n'utilise plus le terme de gauche? Ça dépend des fois. Il y en a beaucoup. Ça dépend... Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui n'utilisent plus le terme de gauche alors qu'ils sont sûrement de gauche, qui reprennent les idéaux socialistes qui ont fait le socialisme. Pourquoi est-ce que vous continuez à vous dire de gauche? Moi, je pense que, vous savez, il y a le terme de république. La république, elle est instrumentalisée, galvaudée, mal servie. Moi, je pense que la république, elle n'a jamais été aussi mal servie qu'aujourd'hui. Quand on voit un ministre de l'Intérieur qui, après chaque manifestation, a du sang sur les mains. Quand on voit un président de la République avec l'affaire Benalla qui se comporte comme le parrain d'un clan, plus que comme le gardien de la République. Bon, donc elle est mal servie. Pourtant, je continue à me dire républicain, à aimer la République. D'ailleurs, la preuve, il y a même un parti qui n'a pas grand-chose de républicain, qui s'appelle les Républicains. Pourtant, moi, je continue à assumer le terme. C'est pareil pour la gauche. Moi, je considère que ceux qui étaient au pouvoir entre 2012 et 2017, François Hollande et Manuel Valls, ils ont trahi la gauche.
C'était pas la gauche. La loi travail, c'était pas la gauche. La déchéance de nationalité, c'était pas la gauche. Et moi, je me suis sans cesse élevé contre cela. Et ça m'a amené à quitter le Parti socialiste. Ça a amené d'ailleurs les électeurs à choisir. Quand ils ont eu le choix entre Manuel Valls et Benoît Hamon dans une primaire, ils ont choisi à 60% Benoît Hamon. Après, le débat sur le terme de gauche, je le comprends, je le respecte, mais pour moi, il est souvent utilisé par certains pour éviter d'avoir à se poser la question du rassemblement. Donc s'ils veulent qu'on s'appelle autrement, il n'y a pas de problème. Moi, je suis très attaché au terme de gauche, parce que je pense qu'il renvoie à des valeurs, à une histoire, et que quand Macron essaye de dire il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, tout ça pour s'enfermer lui en tant que droite dans un match avec l'extrême droite, à mon avis, il nous amène dans le mur. Que tous ceux qui disent la gauche, la droite, ça n'existe plus, c'est en fait des gens qui veulent assumer qu'ils sont de droite sans le dire. Sont des gens qui veulent remplacer par un autre clivage. Mais moi, je crois que le clivage gauche-droite, il est encore plus nécessaire que jamais. Parce que le problème, c'est les inégalités, c'est la progression des revenus des ultra-riches et la diminution de ceux qui sont les plus pauvres. C'est l'écologie, elle est de gauche. On transformera pas, on en parlait tout à l'heure, on transformera pas le système avec les réponses du libéralisme qui ont échoué depuis 30 ou 40 ans. Donc moi, je suis très attaché à la gauche. Mais si, pour se rassembler, il faut utiliser un autre mot, pourquoi pas de problème. Tant que ce qu'on veut dire, c'est la même chose. Les débats sémantiques, ils ont leur importance, mais ils ont leur importance pour les historiens, ils ont leur importance pour les commentateurs. Pour nous, les responsables politiques qui sommes dans l'action, s'il faut passer par autre chose, passons par autre chose. S'il faut qu'on s'appelle les progressistes, les humanistes. Enfin bon, on voit que là aussi, ça a été galvaudé. Donc à la fin, je sais pas comment on s'appelle, mais il faut bien qu'on s'appelle faut bien qu'on ait un nom. Après, je comprends tout à fait, par contre, de ce point de vue-là, tous ces électeurs, tous ces citoyens qui estiment que, quand la gauche, ça a été la loi travail, la déchéance de nationalité, et même avant, des privatisation, des renoncements, etc. Je comprends qu'ils en aient marre. À nous de les convaincre que la gauche c'est autre chose aujourd'hui. Vous parlez de trahison, vous mettez en avant la loi travail, la déchéance de nationalité. Qu'est-ce que vous gardez du quinquennat de François Hollande? Vous avez quand même, pendant 2-3 ans, soutenu le gouvernement qui était au pouvoir, avant de rompre, vous étiez à la tête du MJS, Mouvement des Jeunes Socialistes, et vous avez décidé de participer aux manifestations contre la loi travail, mais avant ça, vous souteniez le gouvernement. Moi, mon premier acte de président des Jeunes Socialistes, ça a été de faire la première campagne de l'histoire des Jeunes Socialistes contre un gouvernement socialiste, c'était contre la déchéance de nationalité. Mon premier rendez-vous avec le président de la République, c'était sur la déchéance de nationalité pour dire que nous y étions fermement opposés. Mon premier discours public, c'était au lendemain de la démission de Christiane Taubira pour rappeler notre attachement aux valeurs de la République et de la gauche, contester la déchéance de nationalité et comme la loi travail se préparait, rappeler notre attachement aux 35 heures au partage du temps de travail. Donc, moi, si je puis dire, j'étais en rupture dès le début. Après, oui, il y avait une situation un peu schizophrénique qui faisait qu'on était, mais cette période, elle a balayé et bouleversé tout le monde. Oui, au début du quinquennat, j'ai cru que François Hollande, ce serait l'homme de la synthèse, qu'il avait toujours été. Et finalement, l'histoire entière de la gauche, c'était ça. C'était des gens qui, une fois au pouvoir, avaient du mal à être totalement de gauche, mais donnaient des gages. L'exemple de Jospin. Jospin, il fait des privatisations, des libéralisations, il renonce à beaucoup de choses. Mais il fait les 35 heures, la CMU. Donc à la fin des 5 ans de gauche plurielle au pouvoir, on a un équilibre qui fait que quand on est de gauche, on n'est pas totalement trahi, on peut retrouver ses petits. Mitterrand, c'est pareil. Mitterrand, il y a la parenthèse qu'on n'a jamais refermée d'ailleurs de la rigueur, de l'austérité, mais il y a les 39 heures, il y a l'abolition de la peine de mort, il y a la retraite à 60 ans. Donc il y avait cet équilibre-là. Hollande, il casse cet équilibre-là. Il fait pas la synthèse. Il nomme Manuel Valls. À part le mariage pour tous, on a fait quoi objectivement pour le sort des plus défavorisés dans ce pays? On peut toujours trouver des petites mesurettes, mais enfin le but de la gauche au pouvoir, c'est pas de faire des petites mesurettes. Le but de la gauche au pouvoir, c'était quand même la première fois dans l'histoire que la gauche arrivant au pouvoir ne réduisait pas le temps de travail pour le partager, n'augmentait pas les salaires et les minima sociaux. La première fois dans l'histoire. À chaque fois que la conquête du pouvoir par la gauche s'est toujours traduite par des conquêtes sociales pour les plus faibles dans ce pays. C'était la première fois que ça n'arrivait pas. À partir de là, on peut toujours, oui, il y a sans doute plein de choses, il y a sans doute des choses bien. La garantie jeune, c'était bien, la prime d'activité, c'était bien. Mais enfin, on met pas la gauche au pouvoir pour avoir. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu quelques actions bien. Mais enfin, à partir du moment où vous faites une loi travail qui part du principe que le salaire est un frein à l'emploi, que les droits des salariés sont un frein à l'emploi, et que vous reprenez tout ce que nous avons contesté idéologiquement pendant des décennies, sur le temps de travail, sur les droits des salariés, il n'y a plus rien à retirer là-dedans. Et tous ceux qui ont soutenu ça sont disqualifiés pour parler à l'avenir. Donc il y a sans doute des personnalités sympathiques, mais Hollande, Cazeneuve, Valls, etc. Ils ont accompagné ce mouvement-là en premier chef, ils sont disqualifiés pour parler à l'avenir, de la gauche. Après, ils peuvent parler d'autre chose et à une autre place, ça c'est leur affaire. Pour répondre à ça, pour répondre à cette trahison de la gauche, aujourd'hui, moi, mon sentiment, c'est que vous essayez de faire l'union de la gauche, mais par une union des partis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous allez négocier avec Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le Parti Socialiste,
Je sais pas. Ça arrive. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est face aux gilets jaunes qui remettent en cause la démocratie représentative, face à l'action directe qui est voulue par les mouvements des jeunes pour le climat, vous n'avez pas l'impression que c'est dépassé ces unions de partis qui sont éloignés du citoyen? Je pense qu'il y a deux erreurs, pas dans ce que vous dites, mais dans l'analyse de la situation qu'on fait aujourd'hui. Il y a ceux qui considèrent que les partis, c'est l'alpha et l'oméga de tout. Et que finalement, en se mettant dans une petite pièce à 8, 10, je ne sais plus combien il y a de partis à gauche aujourd'hui, on doit frôler les 125, puisque tout le monde crée son parti et c'est très bien, ça participe au débat d'idées. Que si on se met autour d'une table, on va faire un accord, on va se répartir les places, on va faire le programme et ça ira. Ça, je crois que c'est dépassé, ça ne marche plus, j'en suis conscient. Et en même temps, il y a une autre erreur, pardon pour le et en même temps, qui consiste à considérer que les partis, ça n'existe plus. Sauf que les partis, on l'a vu aux élections européennes. Regardez les Verts. Les Verts, c'est un parti tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Hein. Ils ont fait une liste avec des membres de l'appareil des Verts. Ils n'ont pas fait une liste citoyenne, ils n'ont pas été chercher des figures de la société civile. Leur tête de liste, Yannick Jadot, il était sortant. Damien Carême, qui est un excellent candidat, un excellent député européen, il était quand même maire d'une commune, donc dans la politique. Et je pourrais prendre plein d'exemples comme ça. Donc, et je ne dis pas que c'était mal, hein. Ça reste un parti. C'est encore les partis qui font des voix. Et c'est encore les partis, moi j'y suis attaché parce que ça transmet de la mémoire. Et qu'aujourd'hui, dans une société de l'instantanéité, la formation des militants politiques, la mémoire qui est transmise, etc., c'est important. Que ce sont des cadres de délibération démocratique pour construire un projet. On ne construit pas un projet tout seul dans son coin. Donc il faut réussir les deux. Et moi, le fond de ce que je pense, c'est qu'on ne réussira l'unité, et moi c'est ça qui m'intéresse à réfléchir dans les mois qui viennent, on ne réussira l'unité de la gauche et des écologistes effectivement qu'en alliant ces deux légitimités-là. C'est-à-dire ne pas exclure les partis, mais ne pas considérer qu'ils sont la réponse absolue à tout. Et donc réussir à la fois un débordement citoyen tout en lien avec les mouvements politiques. C'est difficile, hein, mais je constate qu'il y a des initiatives qui arrivent. Par exemple, à Marseille, il y a aujourd'hui une liste unitaire de la gauche qui est en train de se construire avec un collège citoyen et un collège de partis. Ouais, c'est pas terminé, j'espère qu'ils reviendront à la raison. D'ailleurs, beaucoup d'écologistes ont rejoint cette initiative. Nous, on avait proposé pendant l'élection européenne le principe d'une votation citoyenne. C'était quoi? C'était de déborder les partis sans les mépriser. C'était de réussir à faire arbitrer par les électeurs de gauche un ordonnancement, et pas comme une primaire, pas en disant on vote pour exclure les uns ou les autres, mais on agrège avec un vote préférentiel, c'est-à-dire de renouveler la démocratie. Je pense que c'était peut-être pas le bon timing, puisqu'on l'a fait un peu tard dans la campagne, et que les listes étaient déjà faites, les campagnes déjà engagées, mais que c'est une bonne piste, une bonne méthode de réflexion pour l'avenir et pour nous rassembler. Et donc, vous venez de parler de votre votation citoyenne, etc. Comment est-ce que vous voyez à long terme, là, sur les 5 ans à venir, comment est-ce que vous voyez l'union de la gauche, l'union avec les citoyens, la mise en avant de citoyens dans les appareils politiques ou en dehors des appareils politiques? Est-ce que vous êtes optimiste face pour 2022, pour plus tard, est-ce que vous êtes optimiste et comment vous voyez la suite des choses? J'ai pas forcément le choix, on est obligé d'être optimiste aujourd'hui. Mais Léon Blum disait je le crois parce que je l'espère. J'aime beaucoup cette phrase parce que voilà, moi je crois à l'union de la gauche parce que je l'espère fondamentalement. Et enfin, à un moment donné, si on la fait pas, on sera sorti de l'histoire. Et au-delà de nous, si la gauche et les écologistes ne sont pas en capacité d'avoir à l'élection présidentielle de 2022 un candidat commun, un projet partagé, on assistera encore une fois à un match Macron-Le Pen. Sauf que cette fois-ci, compte tenu de la tension dans le pays, compte tenu de ce qui s'est passé, je ne suis pas sûr que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Trump a gagné une élection alors que tout le monde disait que c'était impossible. Et aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il la perde dans un an, loin de là. Donc on voit bien aujourd'hui la difficulté face à laquelle on est. C'est que la gauche, elle peut sortir de l'histoire. Et avec elle, la démocratie. Et je dis ça assez sérieusement parce que qu'est-ce que c'est une démocratie dans laquelle on a le choix entre l'ordre établi, le système établi, aujourd'hui représenté par Macron, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, et l'extrême droite raciste et nationaliste. Si on a ça, il n'y a plus de démocratie, parce qu'il n'y a pas de véritable choix. Donc aujourd'hui, si les égaux l'emportent sur le rassemblement, on est perdu, on est tous fichus collectivement, et personne ne s'en sortira contre les autres. Mais je suis optimiste aussi pour une dernière raison, c'est que je pense que, étrangement, la faiblesse cumulée des uns et des autres, le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus une force hégémonique. Avant, vous aviez pendant des années le Parti Socialiste, c'était la puissance hégémonique. Vous avez eu Jean-Luc Mélenchon au lendemain de la présidentielle. Mais ça n'a pas duré longtemps. Aux européennes, il n'y a pas de force hégémonique. Les Verts sont la première force, mais ils ne font pas 51% des voix de gauche. Donc, comme on est tous faibles individuellement, si on n'a pas l'intelligence de comprendre qu'il faut se rassembler et qu'effectivement il faut redonner aux citoyens prise sur ce qui se passe dans la gauche et pas simplement faire ça avec nos quelques militants dans nos quelques appareils, mais faire une vraie respiration démocratique de la gauche et de l'écologie, si on ne comprend pas ça, on est fichu. Mais je pense qu'on va le comprendre. Vous avez parlé du potentiel duel que les gens appellent mortifère en 2022 qui pourrait apparaître entre Macron et Le Pen. Imaginons que ça se passe comme ça, que vous n'arriviez pas à unir
la gauche, les écologistes, ce qu'on veut, pour arriver au second tour contre ou Macron ou contre Le Pen. Est-ce que vous appelleriez, alors que vous dites que c'est l'ordre établi contre le racisme, est-ce que vous appelleriez quand même à voter pour Macron? Moi, j'ai une vieille règle, mais parce que je suis d'une région où l'extrême droite fait des scores importants, qui est que n'importe qui face à un facho, je choisis n'importe qui. Mais j'ai conscience que ça ne marche plus. Moi, j'appelle pas ça front républicain parce que je suis contre l'idée de s'allier contre l'extrême droite. Il y a une nuance. Je ne suis pas pour s'allier, former des coalitions face à l'extrême droite, parce que ça, je pense que ça la renforce. On l'a vu, hein, quand la gauche et la droite gouvernent ensemble, comme en Allemagne, il y en a un des deux qui s'écroule et l'extrême droite, elle progresse, parce que ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus d'alternative. D'ailleurs, les fachos en Allemagne s'appellent l'alternative pour l'Allemagne. Mais on voit voilà, que c'est ça leur volonté, c'est d'incarner l'alternative face à un bloc qui serait ce que Le Pen appelait l'UMPS à l'époque, où c'était ces deux forces-là, etc. Voilà. Donc je ne suis pas pour les fronts républicains, je suis pour le réflexe républicain. Et moi je pense que dans la démocratie, j'ai des adversaires. La droite macroniste, la droite, voilà, n'importe quelle famille de la droite, etc. Mais nous avons un ennemi commun, qui est l'extrême droite, parce qu'elle menace le fondement même de ce pourquoi on arrive à discuter, à se rassembler et à avoir des débats. Donc voilà, mais c'est une règle très personnelle, hein, qui est, je pense, un engagement moral de ma part vis-à-vis de l'extrême droite, mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, ça ne pourra plus fonctionner comme avant, parce que Macron a tellement créé de désespérance et de souffrance dans ce pays, que s'il est face à Le Pen, on sera peu nombreux à avoir le réflexe de dire on fait barrage, encore une fois, etc. Ça ne marche pas à longueur de journée. C'est pour ça que c'est très dangereux de la part de Macron de jouer de ce danger-là et d'espérer, comme il l'a fait aux européennes, finalement ce match-là. On va parler de l'Europe dans 2 minutes, mais j'ai une question. Moi, il y a une valeur, c'est le patriotisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui étaient portées par la gauche avant. Vous avez parlé de Léon Blum, de Jaurès, et qui aujourd'hui sont revendiquées par la droite et portées uniquement par la droite. C'est la laïcité, la nation républicaine, la nation inclusive, le patriotisme inclusif. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? La laïcité, j'imagine que vous dites laïque, mais par rapport à la nation, vous avez dit que vous étiez internationaliste tout à l'heure. Est-ce que vous vous situez quand même dans le cadre de la nation comme... Est-ce que vous êtes patriote? Je ne sais pas si c'est une question qui... Si le patriotisme, c'est aimer son pays, moi oui, j'aime mon pays, j'aime la France. Après, je considère comme le dit la chanson, être né quelque part, c'est toujours un hasard. Mais bon, je suis né là, donc j'aime mon pays et son histoire et ses valeurs, justement. Et ses valeurs. Je pense que la France, c'est pas une identité figée, c'est là où je pense que le vrai patriotisme, il est celui-là. C'est de considérer que la France, c'est une histoire, ce sont des valeurs, et c'est aussi une capacité à se réinventer en permanence. Alors que aujourd'hui, ceux qui se définissent comme patriotes à droite et à l'extrême droite sont dans une vision fermée, rabougrie, qui ne correspond pas du tout à l'histoire de notre pays. Sur la laïcité, c'est pareil. La laïcité, à mon avis, à mon sens, je suis plus défenseur de la laïcité quand je dis la loi de 1905 est parfaite et quand je dis cette histoire de voile, ces histoires de voile n'ont rien à voir avec la laïcité parce que la laïcité c'est la séparation du pouvoir politique et de l'influence religieuse et que quand on a un voile dans la rue on ne menace pas en rien le pouvoir politique, on n'interfère en rien dans les décisions politiques, que la loi de 1905 elle suffit à nous préserver des communautarismes dans la démocratie et qu'elle est parfaite. À mon avis, je suis plus laïque que des gens qui l'instrumentalisent quand il s'agit des musulmans, mais qui enfin sont très discrets sur l'influence religieuse dans d'autres domaines. Donc à qui ça pose pas de problème d'aller manifester avec la Manif pour tous, avec des évêques pour faire pression sur les lois de la République. Donc encore une fois, les termes ont été galvaudés, c'est comme la gauche tout à l'heure. Donc j'ai dit qu'on allait parler d'Europe. Pendant les européennes, vous faisiez partie de la liste du printemps européen. Je n'étais pas candidat. Non, mais Génération. Oui. Avec Yanis Varoufakis, qui est un ancien ministre grec. On a reçu Fabien Perrier, qui a écrit un livre là-dessus récemment. Moi, je me pose la question de qui sont vos alliés internationaux. À l'heure où il y a une quasi-totalité de pays européens qui sont à droite, et avec une montée de l'extrême droite forte, il n'y a quasiment plus aucun, à part le Portugal, l'Espagne et encore, qui sont à gauche, comme vous dites. Sur qui est-ce que vous comptez pour vous soutenir, sur qui vous soutenez à l'échelle mondiale, et qui sont vos exemples à l'étranger actuellement? Nous, on a constitué une alliance internationale avec Varoufakis et Bernie Sanders. Donc dans les sources d'inspiration, moi Sanders-Warren aux États-Unis, un peu plus Sanders que Warren sans doute, mais enfin la victoire de Warren m'irait aussi quand même globalement. Je pense qu'il y a une source d'espoir là.
Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qui se passe aux États-Unis. On sait que parfois, politiquement, ils ont un temps d'avance sur nous. Donc le fait qu'il y ait aux États-Unis aujourd'hui, mais Alexandria Ocasio-Cortez le démontre, qu'il y ait une poussée de la gauche écologiste, de ceux qui veulent partager, qui veulent un Green New Deal, etc., c'est une source d'espoir et d'optimisme. Donc je vois des points d'appui pour demain au niveau international. Si demain ça bascule aux États-Unis et que ça passe de Trump à un démocrate de gauche et pas un démocrate libéral comme Biden, ce sera une source d'espoir pour les autres continents. Donc voilà, il y a des points d'appui ici ou là. Ouais, mais on reste sur une source d'espoir qui est. Ouais, mais il y en a. Bernie Sanders, c'est Les manifestations en Algérie, les mobilisations partout dans le monde, elles montrent qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc moi je prends ça avec. Voilà. Après, effectivement, aujourd'hui, la gauche, elle est minoritaire. C'est pour ça que je disais que. Enfin, les minoritaires, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une forte montée de la droite radicale et de l'extrême droite et de la démocratie est menacée. Et donc, ça implique que les gauches et les écologistes dans le monde se serrent les coudes et aillent à la conquête. J'ai une question sur l'Europe en tant que telle. Vous êtes un parti. Est-ce que vous êtes un parti fédéraliste, Génération? Oui, nous on considère qu'aujourd'hui l'Europe est une échelle pertinente, une bonne réponse. Et moi je crois que le fédéralisme, ça veut dire plus de démocratie en réalité. Et qu'aujourd'hui, ce qui fait que... Moi la première campagne que j'ai faite, c'était pour le non en 2005. Parce que je considérais qu'on ne pouvait pas graver dans le marbre d'une constitution le libéralisme et que cette Europe-là, elle était tout sauf démocratique. Et je pense qu'on avait raison à ce moment-là de dénoncer cela. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus d'Europe et mieux d'Europe. Et une Europe plus démocratique. Par exemple, en donnant plus de pouvoir au Parlement européen. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en Europe, c'est le pouvoir des États-nations, puisque c'est le Conseil européen qui finalement a l'essentiel du pouvoir, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Et ce sont eux qui bloquent. Et quand on a vu plein d'exemples sur l'égalité salariale, sur la lutte contre le dumping, etc., à chaque fois que le Parlement européen, donc l'émanation des peuples, a été avant-gardiste sur des sujets, c'est le Conseil européen et la Commission qui ont tout verrouillé. Donc on voit bien, regardez, on a vu par exemple sur l'histoire Goulard, que c'est le Parlement européen qui a fait valoir la responsabilité éthique de ce gouvernement de l'Europe plus que les chefs d'État. Donc moi je suis pour une Europe plus démocratique et donc de ce point de vue-là effectivement fédéraliste. Mais alors j'ai dit juste avant qu'il y avait Pedro Sanchez en Espagne qui était à gauche, donc qui pourrait partager éventuellement vos aspirations. Le Portugal aussi est à gauche. Mais donc il faut quand même une majorité de pays européens pour changer quoi que ce soit. Ça fait 20 ans que tout le monde parle d'Europe sociale, même Macron a parlé d'Europe sociale pendant les européennes. Qu'est-ce qui vous maintient dans l'espoir de changer l'Europe alors que personne n'a changé l'Europe? Les circonstances, je pense que la politique c'est une affaire de circonstances. Et je le disais tout à l'heure, mais j'en reviens toujours à ça, mais quand on a une telle explosion des inégalités, un tel ras-le-bol dans tous les pays sur l'accaparement de la richesse par quelques-uns, quand il y a une telle urgence écologique, les réponses qu'on propose et l'idée qu'il faut les mettre en œuvre à une échelle qui est l'échelle européenne, elles vont s'imposer. Donc moi je crois que c'est l'histoire qui va nous donner raison. Mais effectivement, si on regarde la situation telle qu'elle est, elle est souvent inquiétante. Alors moi j'y trouve des sources d'optimisme, je vous ai dit lesquelles tout à l'heure, mais voilà, effectivement, il faut qu'aujourd'hui l'histoire avance et moi je pense qu'on est du bon côté de l'histoire. Après on verra, mais encore une fois, la politique c'est l'art de déjouer l'ordre établi des choses et l'art de déjouer ce qui est écrit sur le papier à un temps donné. Mais comme globalement tout ce qui s'est passé depuis 15 ans a contredit ce qu'on disait avant dans le mauvais sens, puisque c'est l'extrême droite qui s'est renforcée, je pense qu'à un moment ça pourra être aussi dans le bon sens. D'accord. Changer les choses, ça passe par la jeunesse. Vous avez été président d'un mouvement, d'une organisation de jeunes. Personne n'est parfait. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée selon laquelle, c'est souvent les adultes qui disent ça sur les jeunes, que quand on est jeune, on est à gauche et on finit toujours à droite? Bon, d'abord, il y a une jeunesse conservatrice. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes engagés au Front National. Vous avez beaucoup de jeunes, moi je vois les manifs, j'y vais pas, mais je vois à la télé les manifs anti-PMA, etc. Vous avez beaucoup de jeunes, ce qui m'inquiète beaucoup. Donc il y a une jeunesse conservatrice. Après oui, aujourd'hui, quand on est jeune, moi je prends mon exemple, moi je vais avoir 30 ans. J'en ai 29 là. Évidemment, quand je me projette dans l'avenir, je vois là le tic-tac climatique qui m'angoisse. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir moins de 40 ans et ne pas sérieusement se poser la question du devenir écologique de la planète. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre capacité, notre vie à nous et celle de nos futurs enfants à vivre dans un monde respirable qui est posé. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle a envie d'être de gauche. C'est à la gauche aussi de donner des instruments et des outils et des débouchés politiques pour qu'elle s'y engage. Mais moi, je ne crois pas qu'on ait une jeunesse plus ou moins à gauche qu'avant. Par ailleurs, voilà, on n'est pas révolutionnaire de la même façon aujourd'hui qu'en mai 68, sans doute. Mais est-ce qu'on l'est moins pour autant? Je ne sais pas. On a parlé... J'ai une idée de votre réponse, mais c'est quand même une question que je vais vous poser. Comment est-ce que vous expliquez les scores du Front National chez les jeunes? Comment est-ce que vous expliquez que, alors qu'on est jeune...
on a la vie devant nous, enfin, c'est des phrases toutes faites, mais comment est-ce que vous expliquez qu'il y a une part si considérable des jeunes alors qui votent pour le Front National, c'est pas particulièrement les jeunes de 18 à 24 ans, c'est surtout la tranche d'âge d'au-dessus, de 24 à 35 ans. Il y a deux choses. Un, je te dis tout à l'heure, je pense que c'est la question du fait qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui qui apparaît comme évidente. Ensuite, les jeunes, aux élections européennes, ils ont quand même majoritairement voté pour les listes écologistes. Pour la liste écologiste. Mais moi, sur la question européenne, qui rejoint du coup ces autres questions, puisque l'extrême droite, elle se structure beaucoup autour de la question nationaliste. Je prends l'exemple des jeunes de ma région. Puisqu'on dit toujours, les jeunes, il faut plus de pédagogie. C'est par la pédagogie, ce qui est un discours très méprisant. Par la pédagogie, on va les amener dans le droit chemin, entre guillemets. Mais je prends l'exemple européen. Chez moi, l'Europe, c'est une réalité. On connaît tous des gens qui ont fait un Erasmus, même quand on n'en a pas fait nous-mêmes. Moi, j'habite dans une région frontalière. On peut aller en Belgique acheter des cigarettes. Pardon, c'est pas bien de fumer, mais enfin, on peut aller acheter des clopes en Belgique sans passer de contrôle à la frontière. Donc, l'Europe, c'est une réalité. Et il n'y a pas un rond-point ou un établissement ou une médiathèque ou un machin où il n'y a pas le petit drapeau européen pour montrer qu'il y a eu des financements européens. Donc, l'Europe est une réalité. On est connecté. Mais pourquoi les jeunes n'adhèrent pas au projet européen ? C'est parce qu'elle ne porte pas de message. Parce que pour nos grands-parents, l'Europe, c'était la paix, au lendemain de la guerre. Pour nos parents, l'Europe, c'était la promesse d'emploi et de prospérité. Et pour nous, c'est quoi ? C'est quoi l'idéal ? C'est là où la gauche et les écologistes, ils ont une responsabilité. C'est effectivement, les jeunes, ils continueront soit à s'abstenir, soit à voter pour l'extrême droite, si on n'est pas capable de projeter un imaginaire, de projeter un récit, de projeter une alternative, de raconter un projet, d'avoir un nouvel idéal pour notre génération. Et l'idéal, ça peut pas être la société de consommation, ça peut pas être la croissance ou des discours économiques. L'idéal, ça doit être de sauver la planète, de respirer, de partager, etc. Et donc c'est là où du coup on pourra récupérer entre guillemets ces jeunes qui sont tentés par l'extrême droite aujourd'hui. Moi je pense pas qu'il y ait plus de racistes aujourd'hui qu'il y en avait il y a 30 ans parmi les jeunes. Et je pense aujourd'hui que ces idées-là, elles s'imposent parce qu'on n'y met plus rien en face et parce qu'on n'a plus de résistance claire en face et aussi dans cette affaire-là, les médias ont une grande responsabilité. Parce qu'on a le sentiment quand même que toutes les paroles se valent et que la parole d'un raciste, elle vaut aujourd'hui la parole de n'importe qui d'autre. Et moi, je ne crois pas que la démocratie, ce soit les paroles se valent toutes. J'ai une question par rapport à ça aux médias. Vous connaissez bien les médias. Vu que vous êtes porte-parole, vous êtes sur tous les médias, les principaux médias, que ce soit des débats sur CNews ou vous avez qu'un seul. CNews, j'ai arrêté. Ouais, non, mais à cause d'Éric Zemmour, mais BFM TV, LCI, etc. Comment est-ce que vous analysez le rôle des médias, la cause des médias dans le maintien d'une pensée d'extrême droite, enfin la hausse d'une pensée d'extrême droite et le maintien d'une pensée unique, je ne sais pas comment formuler ça. Moi, je crois qu'il y a eu un mouvement en gros de ceux qui font l'opinion, c'est-à-dire les élites politiques qui ont complètement abandonné le combat face à l'extrême droite, abandonné, soit parce qu'elles ont eu un intérêt cynique et électoraliste, soit parce qu'elles sont lâches, soit parce qu'elles ont été converties idéologiquement. Regardez les discours de Manuel Valls, il y a une forme de conversion à des thèses de l'extrême droite. Je ne dis pas qu'il est d'extrême droite, mais il y a en tout cas une faiblesse vis-à-vis des réponses à apporter à l'extrême droite. Une validation de ces thèses, les élites économiques de ce pays et les élites intellectuelles qui ont complètement déserté elles aussi, et troisième roue du carrosse, entre guillemets, les médias. Les médias, je disais tout à l'heure, ils considèrent qu'une idée pour une idée, toutes les idées se valent tant qu'elles font du buzz et tant qu'elles rapportent du fric. Et donc la parole d'un raciste comme Zemmour vaut la parole d'un intellectuel, d'un penseur, d'un citoyen qui exprime une colère. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Je crois que tout ça amène une réflexion sur notre démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est juste un cadre dans lequel on peut exprimer tout et n'importe quoi, et où tout se vaut, ou est-ce que la démocratie, c'est des valeurs ? Et notamment, on considère que dans ces valeurs, il n'y a pas le racisme, il n'y a pas la haine, il n'y a pas le repli identitaire. Et dans ce cas-là, les médias, ils ont une responsabilité qui est de dire ça, non. Ça, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas appeler, j'ai vu une chroniqueuse ou une polémiste, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, moi j'appelle ça une facho, sur un plateau sur CNews, appeler à ce qu'on tire à balles réelles sur des gens qui manifestent en banlieue. Enfin, on en est là, et on considère que ça, on peut le dire sur un plateau de télévision. Enfin là, on n'est pas dans le cadre de l'expression de la démocratie, on est dans l'appel au meurtre. On est dans l'appel à réprimer dans le sang des mobilisations sociales et citoyennes. C'est quand même dramatique ce qui se passe là-dessus. Alors, je change de sujet, mais avec Civis, on essaye d'axer notre démarche sur l'engagement citoyen, donc c'est vraiment sur l'engagement des jeunes, mais pas forcément des jeunes. Et vous représentez un engagement citoyen. Vous avez dit que vous étiez engagé, je ne sais pas si vous étiez engagé à l'UNEF ou si vous étiez mais dans des mouvements lycéens, dans des mouvements d'organisation de jeunesse. Vous êtes aujourd'hui, vous avez été salarié de Génération, vous êtes porte-parole. Est-ce que vous êtes parti pour faire de la politique toute votre vie ? Je sais pas. D'abord, j'ai une réponse un peu faux cul, mais en même temps réelle. Je sais pas, parce que d'abord, la vie, c'est long.
Que à chaque fois que j'ai dit que j'arrêtais de faire de la politique, j'ai pas su arrêter, j'ai continué à en faire. Donc c'est comme les bonnes résolutions de Nouvel An, ça. On dit qu'on mangera moins gras, qu'on va faire du sport. Moi personnellement, j'ai jamais tenu ces résolutions-là. Donc moi je m'étais promis plusieurs fois d'arrêter, je l'ai pas fait. Mais il y a plusieurs façons de faire de la politique, et il y en a plein. Et moi je pense que quand on est engagé, quand on se mobilise, on fait de la politique. Est-ce qu'on est obligé pour ça d'avoir des responsabilités nationales dans des organisations? Je sais pas. Et moi je pense d'ailleurs qu'il faut apprendre à vivre sans un peu, parce que les gens qui font de la politique par habitude, ça devient des cyniques ou des carriéristes. Donc moi, j'arrêterai le jour où j'y prendrai plus de plaisir. C'est tout bête, mais moi je pense que comme n'importe quelle autre activité, il faut le faire quand on y prend du plaisir. Et moi j'aime ça. J'aime discuter, j'aime débattre, j'aime proposer des choses, j'aime réfléchir à des solutions, j'aime mener des combats avec des camarades, et je trouve que j'aime bien encore ce terme de camarade. On parlait de vieux monde et de nouveau monde, mais il veut dire quelque chose qui est ni vraiment l'amitié, ni vraiment le collègue, qui est une relation particulière qui est liée à l'engagement, et moi j'aime beaucoup ça. Mais alors, quand même, est-ce que le fait d'être militant depuis longtemps, de fréquenter des camarades, justement, des structures politiques, est-ce que ça ne fait pas se détacher du citoyen, se détacher de ce que les gens attendent de politique? Est-ce que le fait de rester dans des structures fermées en soi, de militantisme, ça vous fait pas vous détacher du reste de la population? Je ne vis pas dans un monastère avec des gens de mon mais, parti politique, donc mes amis, au moins les 3/4 de mes amis font pas de politique ou ne sont pas engagés politiquement. Là-dedans, il y en a bien une bonne moitié, je pense, qui ne partagent pas les mêmes opinions que les miennes. Voilà, c'est pareil dans mon cercle familial, etc. Je pense que c'est ça et c'est important. Ce qui est dangereux, c'est des gens qui ne fréquentent que d'autres gens qui font de la politique, etc. Et puis par ailleurs, moi, j'ai pas une vie enfin, je veux dire, je fais mes courses, je paye mon loyer. Donc, comme tout le monde, je pense que ceux qui se détachent sont ceux qui, effectivement, quand vous faites 40 ans de mandat en continu, il y a un moment, vous avez une forme de déconnexion. C'était plutôt sur ça. Voilà, donc c'est pour ça, effectivement, que moi, je suis pas candidat à toutes les élections, tout le temps, partout, avec l'obsession d'avoir ma tête sur une affiche. Parce que je pense que, voilà, et que je vais pas forcément tous les week-ends m'engager, militer, etc. Parce que le week-end, j'ai envie de le passer avec mes proches, à regarder un film ou à lire un bon bouquin. Et ça, c'est un exercice important. Et moi, je ne saurais que conseiller à tous les jeunes qui commencent à s'engager politiquement à pas être happés totalement par ça. Je pense qu'on fait mieux de la politique quand on est capable de lire un roman qui n'a rien à voir avec l'engagement politique, quand on va voir un film qui n'a rien à voir, quand on continue à faire des soirées qui n'ont rien à voir avec la politique. C'est très important, sinon on devient fou. Moi j'en ai vu suffisamment, des gens que je connais qui à force de ne faire que ça, de ne vivre que pour ça et par ça, devenaient complètement fous. C'est difficile, parce que quand c'est quelque chose qu'on aime, c'est une passion, donc on a envie d'en faire tout le temps, on a envie de débattre tout le temps, de militer tout le temps, mais il faut savoir se couper un peu de ça. Vous avez donné un conseil aux jeunes qui cherchent à s'engager. Est-ce que vous avez la plupart des gens ils se construisent ou alors dans des structures militantes ou alors comme l'UNEF, les jeunes socialistes, etc. Mais il y en a d'autres qui se construisent en lisant des livres, en lisant par rapport à des personnages historiques ou à des périodes historiques. Est-ce que vous avez des grands personnages de l'histoire, de la gauche j'imagine, qui vous ont marqué? Vous avez parlé de Blum tout à l'heure. Il y en a plein. Moi, il y a un livre qui a fait que je me suis engagé. C'est L'abolition de Robert Badinter. D'accord. Sur la peine de mort. Ouais, sur la peine de mort, mais surtout parce que ce qu'il dit, c'est que à force de volonté, à force d'engagement, à force de conviction, on peut gagner à la fin. Et finalement, lui, l'abolition de la peine de mort, c'est l'engagement de sa vie, c'est le combat de sa vie. Et donc moi j'ai sans doute plein de sujets de désaccord avec Robert Badinter sur plein d'autres thèmes, économiques et sociaux, je sais pas, etc. Mais et moi j'ai eu le privilège immense de le rencontrer quand j'étais président des Jeunes Socialistes, aller chez lui et de discuter pendant 2 heures avec lui. Mais c'est ça que j'ai retenu. Je pourrais citer plein d'autres noms, mais c'est cette capacité à s'obstiner, à avoir l'obsession d'un combat et sans savoir si on va gagner, si on verra la victoire de son vivant. Et bon, lui, il a gagné, mais moi, je pense que la politique, c'est aussi une transmission. C'est mener des combats sans savoir si c'est nous qui allons en voir l'aboutissement concret et de le transmettre à d'autres. C'est la transmission d'un flambeau, d'une histoire. Donc, il y a plein de grandes figures. Mais après, ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est pas forcément des grandes figures, c'est des figures plus anonymes, c'est des périodes, c'est des histoires. Voilà, mais en tout cas, moi, si je devais citer un moment où il s'est passé quelque chose dans ma tête, c'est ça. Après, il y a des figures de la gauche et du socialisme comme Henri Emmanuelli, par exemple, qui m'inspirent beaucoup. Il y a aussi des personnalités actuelles ou des gens avec qui je milite, proches de moi, qui sont pas forcément aussi connus que Robert Badinter ou Léon Blum, mais qui m'inspirent beaucoup et dont je pense qu'ils sont une chance pour mon engagement. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans les prochains épisodes de Civis, on va recevoir des historiennes, des historiens, mais aussi des chercheurs et des politiques qui s'engagent tous citoyennement au service du bien commun. Vous pouvez retrouver les épisodes qui sont déjà sortis sur les différentes plateformes de podcast en plus d'être sur YouTube.
Si cette interview vous a intéressé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter ou Facebook ou à l'adresse civispodcast@gmail.com.